nous sommes réunis ce soir à l'occasion de la Journée mondiale du diabète pour parler de prévention et des traitements révolutionnaires des diabètes. Nous avons la chance d'avoir ce soir 3 éminents experts. Merci à vous. Le docteur Jean-Michel Le Cerf, endocrinologue, spécialiste des maladies métaboliques, chef de service nutrition et activité physique, mais aussi responsable médical du centre prévention, santé, longévité. Merci. Le docteur Guillaume Charpentier, qui nous vient de Paris, merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous, qui est diabétologue, qui est président du CERIT pour Centre d'études et de recherche d'identification des traitements du diabète et cofondateur de Diabeloop. Enfin, le professeur François Patou, un fidèle de ces réunions, n'est-ce pas, chirurgien, mais aussi coordonnateur du centre obésité du CHU de Lille. Nous avons sélectionné pour vous ce soir 3 thèmes essentiels. Prévention par l'intermédiaire de la nutrition et l'influence sur nos métabolismes, et 2 approches tout à fait révolutionnaires, déjà utilisées, mais nous aurons des précisions ce soir, sur les pancréas artificiels et sur les nouvelles biothérapies. Tout d'abord, je vais laisser la parole au docteur Jean-Michel Le Cerf, qui va nous parler de l'influence de la nutrition sur les différents métabolismes. C'est à vous. Merci. Si vous voulez bien mettre la première diapositive. Voilà, merci de m'avoir invité. Peut-être préciser que je travaille à l'Institut Pasteur de Lille et je m'occupe donc particulièrement de nutrition et de prévention. Alors le thème que j'ai voulu choisir, c'est « Il n'y a pas de petit diabète, la nutrition peut agir à tout moment ». Et je crois que c'est un message important parce que pour beaucoup de gens, le diabète est quelque chose qui reste encore un peu une énigme. On est diabétique, mais c'est comme si on n'avait pas vraiment une maladie. Et toi, ton diabète, comment va-t-il ? En réalité, le diabète n'est pas une maladie bénigne, mais c'est une maladie qui a des caractéristiques assez particulières, notamment d'être silencieux. Alors, quelques petites informations brèves sur l'épidémie ou l'épidémiologie du diabète en France et dans les Hauts-de-France. Vous voyez que ça a tendance à s'accentuer puisqu'on est passé en France entre 2012 et 2020 de 4,6 à 5,3% de personnes traitées par un médicament contre le diabète. C'est-à-dire que ça sous-estime un peu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore de médicaments et qui sont quand même diabétiques. En Hauts-de-France, on est un petit peu plus élevé, comme d'habitude. On est toujours meilleur pour tous les problèmes de santé dans notre belle région. Et dans une étude que nous menons actuellement dans le cadre de l'étude Précidiab, qui s'appelle Prévendiab, sur diabète et précarité, on est plutôt un petit peu au-dessus encore, à 7,1%. Et puis, il y a une deuxième entité qui s'appelle le prédiabète. En fait, ce sont des personnes qui n'ont pas encore tous les critères de diabète. La glycémie est entre 1 g et 1,26 g. Certains d'entre eux deviendront diabétiques, d'autres non. Mais en tout cas, à ce stade-là, il est très bon d'agir parce qu'on peut encore empêcher cette évolution qui est quand même très très fréquente vers le diabète. Alors, comme je voulais vous l'indiquer, le diabète, finalement, c'est une maladie relativement complexe parce qu'on devrait plutôt parler des diabètes. Il y a 2 grandes catégories, une que l'on appelle le type 1 et l'autre le type 2, forcément. Et puis la dernière, c'est les autres. C'est un peu en vrac. Tous ceux qui ne rentrent pas dans les 2 premières catégories, par exemple des gens qui ont un excès de fer dans le sang, des gens qui ont des maladies endocriniennes. Mais les 2 premières nous intéressent particulièrement, celles où l'insuline est absente. Il n'y a pas d'insuline pour des raisons qu'on va évoquer et qui seront forcément traitées par insuline, et puis celles où l'insuline est présente mais elle ne marche pas. On dit que les personnes sont insulino-résistantes. En fait, quel est le rôle de l'insuline ? C'est assez simple. L'insuline, elle est chargée de faire rentrer le sucre, le glucose, dans les cellules. Et donc, soit elle est absente et il ne rentre pas, soit elle ne marche pas, la personne est insulino-résistante et il ne rentre pas. Le sucre doit rentrer dans les cellules parce que les cellules en ont besoin pour fonctionner. Et s'il ne rentre pas, il reste dans le sang, la glycémie s'élève. Et c'est comme ça que le diabète est défini par une élévation de la glycémie. Alors, les causes de ces 2 types de diabète, brièvement, sont multiples.
le premier type de diabète n'est pas le plus fréquent, c'est à peu près 10% des diabétiques, en sachant que ça a plutôt tendance à augmenter. Il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent les uns les autres pour conduire à la survenue d'un diabète qui va consister en la destruction des cellules qui sont regroupées en îlots et qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, l'exposé du docteur Charpentier sera extrêmement important et intéressant. Il nous expliquera comment on peut restituer tout ça. Il y a l'interaction entre des facteurs génétiques de prédisposition, des facteurs externes comme des virus par exemple, et puis qui vont conduire à ce qu'on appelle l'auto-immunité, c'est-à-dire l'organisme produit des anticorps contre lui-même. Le deuxième est beaucoup plus fréquent, et là aussi la génétique joue un rôle important, mais pas toute seule. Il y a aussi ce qu'on appelle le mode de vie et le surpoids qui vont intervenir. Dans le mode de vie, il y a bien sûr l'alimentation, mais pas que. Il y a aussi d'autres éléments, la sédentarité, le sommeil, le stress, qui conduisent à ce que, on puisse éventuellement aboutir au diabète, notamment quand on a un surpoids. Mais toutes les personnes en surpoids ne deviennent pas diabétiques et tous les diabétiques ne sont pas en surpoids. Donc on voit que c'est un peu compliqué comme d'habitude, mais c'est surtout, d'ailleurs, il faut le préciser, le surpoids du ventre, de l'intérieur du ventre. Les personnes, les femmes par exemple qui auront un surpoids du bas du corps, sont peu exposées, voire pas exposées à la survenue d'un diabète. Donc voilà un petit peu le contexte et on voit pourquoi l'alimentation est extrêmement importante. Parce qu'elle interviendra, notamment dans le diabète de type 2, dans la prévention. Elle intervient dans le diabète de type 1, dans le traitement, mais pas seulement. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette maladie ? En fait, le gros problème, c'est qu'elle ne dit rien. C'est une maladie qui est silencieuse et on peut totalement passer à côté tant qu'on n'a pas des grands déséquilibres qui ne sont pas très fréquents, sauf dans le diabète de type 1 initialement, où quand on n'est pas soigné, la glycémie peut monter de façon très haute, et puis autrefois conduisait à la mort des patients avant que l'insuline existe, et ça fait juste 100 ans que l'insuline existe. Donc une maladie silencieuse qui ne dit rien et qui donc passe inaperçue. C'est pourquoi il y a sans doute davantage de diabétiques qu'on ne le pense, et c'est pourquoi il faut la dépister tôt, notamment au moment du prédiabète. Insidieuse, silencieuse, et souvent se manifeste lors des complications, c'est-à-dire quand il commence à y avoir des dégâts sur le cœur, le cerveau, les nerfs, les artères et le rein. En sachant que ça n'est pas inéluctable et que quand on prend bien les choses en main, on peut éviter ces complications, notamment grâce à des bonnes mesures nutritionnelles. Tout ceci est réversible. Et même si c'est bien avancé, on peut toujours améliorer. Et ça, c'est très important de le dire parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est quand même un message important en médecine. Alors, comment faire pour prévenir tout cela ? Parce qu'on voit que si on continue sur cette voie-là, on a l'impression que c'est un peu dramatique, cette affaire. C'est dramatique quand on ne s'en occupe pas. Quand on s'en occupe bien, quand on s'en occupe tôt, eh bien, on réussit soit à empêcher de passer du rien du tout au prédiabète, soit empêcher de passer du prédiabète au diabète, soit quand on est diabétique, d'éviter les complications. Et ici, dans cet exemple que je donne, des personnes qui auraient une glycémie modérément élevée, on appellera cela prédiabète entre 1 g et 1,26 g. Si ces personnes mènent une activité physique, les études montrent qu'on diminue de 30 à 50% le risque de développer un diabète de type 2. C'est absolument énorme. C'est très important. Alors, pas chez tout le monde, parce que les situations sont différentes, mais c'est très efficace. Et en gros, si vous faites 150 minutes de marche par semaine réparties un jour sur deux, ou si possible 30 minutes par jour, eh bien, vous avez de grosses chances d'améliorer votre condition métabolique et votre diabète, parce que les muscles permettent de diminuer l'insulinorésistance et donc de faire rentrer le sucre dans les cellules, parce que le muscle est un consommateur de glucose. Et donc, c'est très efficace, surtout au début. Deuxième volet de la prévention, c'est le poids. Bien sûr, tout ceci, je le répète, en interaction avec l'alimentation, et je vais le redire encore, en sachant également qu'on est différent. Sur le poids, les messages sont simplifiés aujourd'hui. Premièrement, quand on n'a pas d'excès de poids, la meilleure mesure, c'est de ne pas en prendre.
Ça paraît bête parce qu'en perdre, ce n'est pas si facile que cela. Donc ne pas prendre de poids, c'est une mesure de bon sens pour la majorité de la population si on peut. Deuxièmement, quand on a un excès de poids, deuxième mesure, ne plus en prendre. Pourquoi ? Parce que la maladie du poids s'aggrave naturellement. Et donc, ne plus en prendre, c'est déjà un gros progrès. Troisième mesure, si on réussit à perdre du poids, 5% de perte est déjà très, très, très bénéfique. 5%, 10%, pas forcément beaucoup plus. 5% si vous pesez 80 kg, ça fait 4 kg, c'est pas énorme. Ou 5 cm du tour de taille. Et d'ailleurs, on dit en général 1 cm par kilo. Donc ça va bien ensemble, en sachant que le tour de taille, c'est le meilleur marqueur. Et votre ceinture aussi, mais 1 centimètre que vous appliquez juste au milieu du ventre, au niveau de l'ombilic, du nombril, eh bien, c'est un très très bon marqueur de ce bénéfice. Et c'est totalement corrélé à la glycémie, c'est-à-dire que c'est associé à la glycémie. Alors, comment perdre du poids ? L'activité physique, bien sûr, parce qu'on va brûler des calories, mais il faut ici y mettre du sien du côté de l'alimentation. Et là, on arrête les grandes décisions inutiles, les régimes dramatiques qui sont en fait plutôt négatifs. On essaie d'améliorer ce que l'on peut avec des petits pas et notamment s'occuper premièrement des quantités, deuxièmement de la qualité. Alors, quantité, c'est quoi ? Manger un petit peu moins de tout. Un petit peu moins de tout. Comment on fait pour manger un petit peu moins de tout ? Eh bien, on ne se resserre pas quand on est rassasié. On ne se resserre pas sous prétexte que les plats ne sont pas finis et on ne finit pas son assiette sous prétexte que l'assiette n'est pas finie. On apprend à se servir moins. Donc ça, c'est du bon sens, mais ça s'apprend un petit peu à la fois. Il existe des médecins nutritionnistes, des diététiciens nutritionnistes qui peuvent donner des conseils. Réduire les quantités, c'est ne pas finir les plats, ne pas finir son assiette, ne pas se resservir, écouter un peu ce que le corps nous dit. Supprimer les boissons sucrées car elles ne sont vraiment pas du tout bénéfiques. On va même presque dire qu'elles sont nocives. Donc on les supprime et après, on fait attention à réduire un peu plus les sucres que les graisses. Pourquoi ? Parce que les études montrent que c'est ça qui est plus bénéfique. Donc on réduit un peu plus les féculents, le pain, les pommes de terre et puis les aliments sucrés en général. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura peut-être des questions sur l'index glycémique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps passe. Alors, c'est quoi la bonne alimentation ? C'est quelques repères. Ici, j'en ai mis, c'est pas très compliqué, tout le monde peut suivre ça. Des fruits ne sont pas du tout interdits, 2 par jour par exemple. Les légumes à tous les repas, bon, petit déjeuner, c'est pas obligé, midi et soir. La viande rouge, pas de trop, mais c'est pas interdit. La charcuterie, peu, mais c'est pas interdit. Le jambon, 1 fois par semaine, c'est très bien, par exemple. Le poisson, le plus souvent possible, 2 fois, un peu d'œuf. Des yaourts, c'est très bon pour la santé métabolique. Et puis, si on mange du pain et des céréales complètes, ce qui est conseillé, on s'arrange pour que ce soit du pain complet. Les légumes secs, c'est les lentilles. Et tous les aliments comme ça, 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Le beurre et l'huile, ça va aussi en petite quantité. Vous voyez, c'est beaucoup de bon sens. Alors, on va terminer bientôt. Quelle qualité, c'est-à-dire quelle nature ces aliments ? Comment ils doivent le plus simple possible. Ça veut dire qu'on va cuisiner. Donc, il faut apprendre à cuisiner. On va prendre des aliments normaux et puis on va les cuisiner normalement, les transformer normalement. Ce n'est pas très compliqué, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, etc. etc. Donc, voilà. Mais on va être particulièrement attentif à éviter, parce qu'il faut bien un petit peu se focaliser sur certaines choses, plutôt les aliments glucidiques que je cite ici. C'est ce qu'on aime, vont me dire les gens, mais ils ne sont pas interdits, on va en manger moins. Enfin, pas de boissons sucrées, je me répète, mais c'est fait exprès. Et puis, pas de régime sauvage, parce qu'on n'est pas des sauvages, donc on va essayer de faire des choses qui sont quand même raisonnables, peu ou pas d'alcool. Au thé, café, ça va. Alors, comment ça agit et pourquoi ça agit tout ça ? Eh bien, ça agit par plein de mécanismes qui ne sont pas très compliqués et que je détaille un peu ici. Les fibres des aliments végétaux améliorent le microbiote qui joue sur l'insulinorésistance, c'est-à-dire l'efficacité de l'insuline. Le poids qui baisse améliore le fonctionnement de l'insuline. L'activité physique qui augmente améliore l'activité de l'insuline. Et puis quand on mange un peu moins de calories, eh bien, les graisses vont être déstockées. Et en plus, tout ça protège le système cardiovasculaire. Donc on fait d'une pierre 2 coups, voire 3 coups, puisque on va améliorer bien sûr la glycémie et la santé. Alors, les effets, je viens de les dire, je résume pour terminer. Ça diminue
le risque de devenir diabétique quand on était prédiabétique. Ça permet de corriger un prédiabète quand on est prédiabétique. Chez les diabétiques, ça améliore le poids, la glycémie, les marqueurs du diabète et le cholestérol. On prend moins de médicaments. C'est quand même très efficace là-dessus. Je n'ai pas dit qu'on les supprimait. Et ça diminue les complications. Alors, la nutrition, c'est très bien, c'est mon métier, mais elle ne fait pas tout. Donc on n'oublie pas, et c'est la dernière diapositive, on n'oublie pas le reste. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments prescrits par le médecin généraliste ou le diabétologue. Il faut les prendre. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne alimentation que les médicaments ne sont pas utiles. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a des médicaments que l'alimentation ne doit pas être suivie. Donc l'alimentation reste très importante. Et quand on a une prescription, il faut la suivre. C'est-à-dire que s'il est marqué 3 comprimés, c'est 3, ce n'est pas 1. Donc ça, c'est très très important parce que l'observance dans le diabète est assez mauvaise. Un bon sommeil, lutter contre le stress, une bonne hygiène de la peau et des pieds, c'est du bon sens. Et puis être suivi par son médecin régulièrement, qui va prescrire des examens, des médicaments et si nécessaire, avoir recours à un diététicien, un psychologue, un éducateur médico-sportif, un spécialiste. Et puis voilà. Et quand on fait tout ça, dans le diabète de type 2, dans le diabète de type 1, il y a des étapes plus complexes avec l'insulinothérapie. Eh bien, vraiment, on va dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup pour la clarté de cet exposé. Je retiens personnellement qu'il y a relativement peu de vrais interdits. Ça, c'est quelque chose qui est un message un petit peu rassurant. Tout à fait. Pour nos patients et d'encouragement, finalement. Alors, les internautes n'ont pas traîné pour nous envoyer des questions. J'en ai déjà sélectionné 2. Ça va un peu plus loin encore que l'aspect prévention par la diététique. Bon, mais enfin, je vous la pose quand même. Comment peut-on prévenir génétiquement le diabète? Est-ce qu'il y a un test génétique? Et ensuite, comment on peut avoir un suivi pour ne pas devenir diabétique? Alors, il n'y a pas de test génétique, bien qu'il y ait des connaissances sur la génétique et des études qui sont faites qui montrent qu'il y a plein de gènes qui sont impliqués dans la survenue du diabète. En réalité, quand on a des antécédents de diabète dans la famille, c'est déjà un très très bon indicateur et on va donc à ce moment-là faire des dosages de la glycémie de façon relativement rapprochée. Par exemple, 2 fois par an, c'est très très bien. Et ensuite, pour prévenir, la deuxième question, c'est... prévenir par le suivi, finalement. Le suivi, quand on a un risque de diabète, il faut faire un contrôle au moins 1 ou 2 fois par an de sa glycémie. Et puis, il faut être suivi par son médecin, tous les 3 mois si possible, par un diabétologue, éventuellement 1 fois par an si on peut. Oui. Moi, je suppose que la personne qui a posé cette question devait être un peu concernée sur le plan familial. Alors, là aussi, vous avez en partie répondu, mais l'internaute veut sans doute une réponse peut-être un peu plus complète. J'ai une glycémie trop élevée. On m'a diagnostiqué ce que vous avez appelé le pré-diabète, oui. Ce qui est une entité un petit peu complexe pour beaucoup de sujets. Est-ce que je vais forcément devenir diabétique? Vous avez en partie répondu, mais... Non. Il y a à peu près 30% des gens qui deviendront diabétiques, voire un petit peu plus si la prise de poids continue. Tout le monde ne devient pas diabétique à la suite. Mais c'est quand même un facteur de risque très fort. Oui. Et donc, il est absolument temps de s'en occuper. Et au début de la maladie, parce que je ne l'ai pas trop indiqué, mais même le diabète insulino-résistant peut finir par avoir besoin d'insuline quand on est assez avancé. Mais quand on prend les choses très tôt, eh bien, on inverse ce risque évolutif, on bloque ce risque évolutif, et donc prendre les choses tôt, c'est très très efficace. C'est beaucoup plus facile d'inverser l'évolution de la maladie. Très bien, donc c'est pas inéluctable. Hein. Du tout. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a encore des questions, Lisa, en régie. Tout à fait. Nous avons une question de Caroline. Est-ce que l'environnement joue également un rôle dans l'apparition du diabète ? Alors, l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des facteurs liés à la pollution, par exemple, j'imagine. Il y a des études qui montrent que dans certaines maladies métaboliques, probablement, des facteurs de pollution environnementale peuvent jouer un rôle sur la survenue de maladies métaboliques. En particulier, par exemple, dans une maladie qui est associée, qui est le foie gras, la stéatose hépatique, il y a des facteurs d'environnement qui peuvent jouer. Mais bon, ils sont en interaction avec le reste. Et là aussi, dans le cas que je viens de donner, c'est plus vrai, si je puis dire, chez les gens qui ont un surpoids, par exemple. Alors, je précise quand même que l'évolution que j'ai évoquée tout à l'heure, elle est aussi génétique dépendante. C'est-à-dire que l'évolution du prédiabète vers le diabète, pour certaines personnes, elle va aller quand même très vite. Mais ce n'est pas toujours prévisible et on est vraiment différent. D'accord.
Encore une question, peut-être, Lisa? Oui, j'ai une question de François. Après, je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais que pensez-vous des applications comme GluckyCheck? C'est des applications qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent aider à avoir des conseils, notamment diététiques, à avoir une meilleure connaissance de la maladie, à avoir des recommandations sur l'adaptation du traitement. Oui, c'est bien, ces applications sont bien, bien sûr. Très bien, merci. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant, mais Bien je sûr. précise aux internautes qu'il y a encore à la fin un petit temps de discussion. Maintenant, je me tourne vers le docteur Guillaume Charpentier qui va nous parler là d'une véritable révolution sur le plan thérapeutique, à savoir l'utilisation du pancréas artificiel dans les diabètes de type 1. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, vous avez compris, donc, on nous a expliqué qu'il y avait plusieurs sortes de diabète. Le moins fréquent, mais peut-être le plus spectaculaire, c'est le diabète de type 1. Ils sont quand même 200 000 personnes en France. C'est une maladie qui touche surtout le jeune âge, c'est-à-dire les enfants, les adolescents ou l'adulte jeune, mais enfin qui peut survenir à tout moment, donc ça démarre en général tôt. Et cette maladie, c'est tout simplement la destruction d'une partie du pancréas qui fabrique l'insuline. C'est une maladie auto-immune, contrairement au diabète de type 2, ce n'est pas une maladie familiale. Il y en a en général qu'un seul individu dans la famille, Dieu merci. Et donc pas de risque pour les frères et sœurs ou les descendants, il faut le dire. Mais il n'y a qu'un seul traitement, c'est l'insuline. Et malheureusement, l'insuline, ça ne se prend pas comme une pilule par la bouche, ça doit s'injecter. Et l'insuline, il en faut en permanence. Je vous ai figuré ici, je vous ai figuré ici en rouge les besoins en insuline de l'organisme. Il y a deux conditions. Il y a des besoins de base quand on ne mange pas, en dehors des repas. Eh bien, bien qu'on ne mange pas, on a quand même besoin d'insuline. Et grosso modo, la moitié de la dose fabriquée par le pancréas tout au long des 24 heures sert à faire tourner le métabolisme, on va dire, et à maintenir le taux de sucre dans le sang normal, c'est-à-dire aux alentours d'1 gramme par litre. Mais au repas, là, on a besoin pardonnez-moi l'expression, une giclée d'insuline pour pouvoir métaboliser, pour pouvoir assimiler la quantité d'aliments, ou plus exactement la quantité de glucose, c'est-à-dire de sucre, contenu dans les aliments que j'ai fait figurer ici en jaune. Et il y a une relation directe et proportionnelle entre la quantité de glucides ou d'hydrates de carbone que l'on mange. Je vous rappelle, on en a partout, hein, le pain, les féculents, les pommes de terre, les frites, les fruits. Le seul qu'ils ne connaissent pas, c'est la viande et le vin, mais il ne faut pas en abuser, en tout cas pour le dernier. Mais donc, on a besoin d'une quantité tout à fait proportionnelle à ce qu'on mange d'insuline. Et ça, c'est ça qu'il va falloir imiter. Alors, comment on l'imite ? Eh bien, on ne peut pas prendre l'insuline par la bouche, il faut l'injecter. Et donc, vous voyez, la façon traditionnelle, c'est d'injecter avec un stylo injecteur avant chaque repas, et puis de l'insuline ultra rapide qui dure le temps du repas. Et puis, pour tenir la nuit, le lendemain matin, il faut une insuline un peu bricolée qui agit sur 24 heures, qu'on appelle l'insuline basale. Ça peut être aussi administré par une pompe à insuline qui est figurée sur la droite et qui débite en permanence soit le débit de base que je vous ai figuré en ligne rouge en bas, soit ce qu'on appelle des bolus au moment de chaque repas. Mais la grande difficulté, c'est que c'est au patient lui-même de définir ses besoins en insuline, soit de base, soit au moment des repas. Et il doit pour cela regarder en permanence son taux de sucre dans le sang. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le biduliogramme que je suis en train de vous montrer. Alors autrefois, il fallait se piquer le bout du doigt avec une petite aiguille, matin, midi, soir et coucher, éventuellement après les repas, 4 à 6 fois par jour. C'était quand même extrêmement pénible. Heureusement, on a fait des gros progrès maintenant. Et on a des petits appareils qu'on appelle des mesures continues du glucose, qui sont des petits capteurs qu'on s'en met sous la peau, c'est tout à fait indolore, et qu'on change tous les 15 jours, et qui en permanence mesurent le taux de sucre sous la peau. C'est ce qui vous est figuré ici. En permanence, il faut le changer toutes les 2 semaines environ. Et ainsi, vous avez en permanence une vue sur votre équilibre glycémique, et vous voyez sur le panneau du dessus quelqu'un qui arrive à mettre en œuvre toutes les
recommandations que je vous ai indiquées pour avoir un contrôle à peu près acceptable de son sucre. Et vous avez les lignes jaunes que je vous ai montrées. C'est la fluctuation de son taux de sucre dans le sang sur les 24 heures. Et vous voyez que ça monte, ça descend. La nuit, c'est à peu près stable, mais dans la journée, on voit bien au milieu du repas, à midi, ça monte pas mal. Ça fait des montagnes russes le soir, etc. On considère que c'est à peu près acceptable pour ce patient-là. Et vous voyez qu'il y a des petites touches en rose en bas. Pas beaucoup, il y en a 4-5. Ça veut dire que sur les 2 semaines que représente cet enregistrement, ce patient a fait 4 ou 5 petites hypoglycémies. Alors, hypoglycémie, ça a l'air de rien, c'est extrêmement désagréable. On se met à ne plus savoir où on est, on a des sueurs, on peut même perdre connaissance si ça dure trop longtemps. Mais enfin, c'est le prix à payer avec nos outils dits modernes, et on considère que cette personne, pour l'instant, est correctement équilibrée, à l'abri des complications, mais vous avez compris, au prix d'une vie de galère. Il faut y faire attention en permanence. On appelle ça la charge mentale, c'est bien ce que ça veut dire. Et malgré ça, on se tape des hypoglycémies. Voyons encore, on est quand même raisonnablement à l'abri des complications qui vont survenir, sinon dans 10, 15 ou 20 ans. Puis je vous ai montré le panneau du dessous. C'est une autre personne qui, lui, franchement, n'y arrive pas. Vous pouvez le voir. Hein. Et donc, au lieu d'avoir un trait à peu près étroit autour de la ligne des 1 gramme, vous voyez que c'est des montagnes russes épouvantables. Il passe plus clair de son temps entre 2 et 3 grammes dans l'après-midi, alors que par ailleurs, il fait beaucoup d'hypos. Et vous voyez, toutes les petites zones roses, c'est des hypos. Donc tout ça, c'est pour 15 jours. Donc cette malheureuse personne a d'une part beaucoup d'hypos, d'autre part un taux de sucre chroniquement élevé. Et malheureusement, cette personne est à peu près assurée d'avoir des complications dans 10, 15 ou 20 ans, c'est-à-dire la vue qui baisse, les artères qui se bouchent, les douleurs, etc. Je vous en passe. Donc c'est ça la vie de nos patients qui ont un diabète et traités par les moyens modernes, pompe à insuline, capteur de glucose. Et mon Dieu, le résultat n'est pas très enchanteur. Donc vous voyez à gauche la distribution des hémoglobines glycosylées. Et les hémoglobines glycosylées, c'est le taux de sucre moyen qui indique si le diabète est bien équilibré aux États-Unis par tranche d'âge. Et vous voyez que les adolescents sont extrêmement mal équilibrés. C'est le pic que vous voyez là. C'est une catastrophe. Alors, avec l'âge, on devient un peu plus sage, un peu plus raisonnable et ça s'améliore, mais ce n'est pas parfait. En France, on ne fait pas beaucoup mieux. Vous voyez que un gros tiers des patients atteints de diabète de type 1 est vraiment très, très mal équilibré avec une menace à long terme qui est évidente. Alors, les raisons de cet échec sont multiples, parce que tout simplement, le diabète de type 1, c'est une maladie qui est très instable. Ça fait partie de la maladie. Mais il y a aussi l'environnement. C'est sûr que si on a une vie pleine de complications, et Dieu sait si on peut y en avoir dans la vie, ça vient bousculer le diabète. Il y a aussi l'épuisement. Il faut faire tout ce qu'il faut faire. Oui, docteur, je vais le faire. Et puis, à un moment donné, on en a marre. On le fait beaucoup moins bien, bien sûr. Parce que personne ne peut faire tout bien tout le temps. Et pourtant, si on ne le fait pas bien, c'est la catastrophe. Pourtant, dans nos équipes, on développe tout ce qu'il faut pour que les patients soient des experts de leur maladie, soient de vrais diabétologues. Mais ce n'est pas le tout de savoir. Faut-il encore arriver à le pouvoir, surtout si on a du stress qui vient se greffer là-dessus. Et là, on ne sait pas gérer le stress quand on a un diabète de type 1, du moins pour l'instant. D'où l'idée que le traitement actuel n'est pas satisfaisant et qu'il faut faire mieux. Donc ici est représenté le traitement du diabète de type 1. Vous avez à gauche un patient qui est traité par une pompe à insuline portable et sur la gauche, il porte ça à la ceinture avec un petit tuyau qui lui injecte l'insuline sous la peau. À droite, l'espèce de petite bernique coquillage collée sous la peau, c'est un capteur de glycémie. Et ce capteur de glycémie renseigne le système, mais c'est le patient qui doit décider à tout moment, en fonction de sa glycémie, la dose d'insuline qu'il faut. On peut avoir ce capteur à droite, cette pompe à insuline directement collée sur la peau, comme vous pouvez le voir en bleu sur l'avant-bras de cette jeune personne. Mais dans tous les cas, entre les deux, entre le capteur et la perfuseur d'insuline, eh bien, il faut une intelligence. Et actuellement, c'est l'intelligence du patient qui doit s'emmerder en permanence à gérer son affaire. Alors, évidemment, attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Bon, il manque une slide, c'est pas très grave. Au milieu, je voulais vous montrer tout simplement
il y a une salle qui a sauté, qu'entre les deux, on pouvait mettre non pas l'intelligence du patient, mais une intelligence artificielle qui est tout simplement un ensemble de grosses équations. Ça, dans chaque set, ça fait très chic. Tout simplement un ensemble de grosses équations et qui est capable de repérer ce que sera la glycémie. À partir de la glycémie du moment, ce système va prévoir quelle sera la glycémie du patient dans 2 ou 3 heures. Pourquoi dans 2 ou 3 heures ? Parce que quand vous injectez l'insuline, elle n'agit pas tout de suite. Elle met 2 heures à peu près à avoir son plein effet. Donc il faut injecter l'insuline maintenant pendant 2 heures. Et c'est ça la difficulté. Il faut être capable de savoir quelle sera la glycémie dans 2 heures, ce que les patients sont bien incapables de faire. Par contre, une intelligence artificielle bien organisée, bien gérée, est capable, surtout si le système est auto-apprenant, petit à petit, de deviner ou de calculer plus exactement ce que sera la glycémie d'un patient dans 2 heures et mettre à ce moment-là la même dose. C'est ça le cœur d'un pancréas artificiel. Alors, des pancréas artificiels, il y en a maintenant plusieurs qui sont déjà sur le marché ou qui vont venir. Je vous ai mis les plus connus, le système Medtronic 10 mm 780, le système Diabeloop, qui est le seul système français Cocorino, c'est nous qui l'avons fait, et qui est probablement un des plus performants, le système Tandem, qui est un deuxième système américain, et ces trois sont déjà disponibles en Europe, et arrive le système anglais CAM-APS et puis le Bionic Pancréas un peu plus tardivement. Mais il y en aura bien d'autres, je vous le promets. Alors, tous ces systèmes ont leur propre spécificité. Il faut de toute façon rentrer un certain nombre d'informations, le poids du patient, sa dose totale d'insuline, et puis chacun a ses petits avantages et ses petits inconvénients, mais on y reviendra éventuellement dans les questions si vous voulez. Alors la grande question, est-ce que ces machines-là, ça marche ? Eh bien, je vous montre là que oui. Qu'est-ce que je vous montre là ? Eh bien, c'est une étude qui a été faite avec une 60aine de patients pendant 3 mois, et ils avaient soit un pancréas artificiel, et les résultats sont en rose, vous l'avez deviné, soit ils avaient leur propre système avec leur piqûre, leur stylo ou leur pompe, et ils se débrouillaient avec ça comme ils pouvaient. Donc vous voyez là tout de suite que les courbes en rose, avec la moyenne du taux de sucre, clairement, qui représente en fait la moyenne sur 24 heures de l'ensemble des 3 mois, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le représenter, eh bien, vous avez la moyenne en rose avec les écarts un peu extrêmes autour de cette moyenne. Vous voyez qu'elle est clairement bien en dessous de la moyenne en gris qui est sans le pancréas artificiel. C'est comme ça qu'on met en évidence de façon scientifique qu'un système est plus performant qu'un autre. Donc, alors, il y a des tas d'équations, des tests statistiques. Je vous les épargne, vous voyez vous-même que ça marche. Il vaut mieux avoir un pancréas artificiel plutôt que de se débrouiller tout seul. Alors, voilà comment ça se présente. Je vous montre le système Diabeloop, mais les autres sont assez proches. Vous avez tout simplement quelque chose qui ressemble à un smartphone, mais vous ne pouvez pas téléphoner avec. Vous pouvez juste parler à votre pompe et regarder quel est votre taux de sucre que votre capteur de glucose vous envoie. Ici, le capteur de glucose que vous avez dans la peau vous envoie un petit train d'onde qui vous dit tu as 1,10 g. Et là, à ce moment-là, vous indiquez au système je veux manger à telle heure. Et puis, grosso modo, je vais manger soit comme d'habitude, soit plus, soit moins. Et puis éventuellement je vais manger très gras ou je vais faire la fête avec les copains, et le système saura en tenir compte et va vous proposer une dose d'insuline et il vous dit voilà, il faudrait faire tant d'insuline, et vous lui dites d'accord ou pas d'accord. Si vous dites pas d'accord, là vous vous débrouillez, vous décidez vous-même de ce que vous faites. En général, il vaut mieux dire d'accord parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et le système propose donc la taille du bolus. Ici, il a dit, voilà, je propose 2,65 unités d'insuline. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Évidemment, il vaut mieux dire d'accord. Alors, est-ce que ça permet aussi, on a beaucoup parlé du régime tout à l'heure. Alors, vous avez compris que je n'ai pas du tout parlé du régime. Parce qu'en général, les diabétiques de type 1 ont un poids comme vous et moi, c'est-à-dire en général normal. Et mon Dieu, on leur conseille de manger, comme on conseille à tout le monde, de manger sainement. Mais on peut aussi faire des repas gastronomiques, faire la fête avec les copains. Est-ce qu'on peut faire ça ? Autrefois, c'était strictement interdit. Mais maintenant, avec des systèmes comme ça, oui, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici, on a demandé à un groupe de patients de bien vouloir faire des repas gastronomiques. Alors, c'est nous qui les avions invités avec mon équipe, soit dans un restaurant italien, ensuite un restaurant français et ensuite un
restaurant, je ne me souviens plus lequel c'était. Voilà. Et donc, c'était une étude qui a été très populaire. J'ai eu beaucoup de volontaires pour la faire. On leur a payé des séances au restaurant, et soit ils faisaient... On avait des patients experts, hein, soit ils se débrouillaient pour calculer leur dose d'insuline avec leur pompe. Le résultat, vous le voyez, il est en gris. Soit ils avaient un pancréas artificiel, et ils disaient juste au pancréas, je me tape la cloche, et l'autre se débrouillait tout seul. Et vous voyez le résultat, évidemment, il n'y a pas photo. Dans la nuit qui suit le repas gastronomique, même des patients experts les plus éduqués par les meilleurs diabétologues, ben, ils n'y arrivent pas. Et la glycémie reste dans les choux à 2,50 g toute la nuit. Ils ont soif, ils se relèvent. Avec un bon pancréas artificiel bien étudié, bon, ça monte un peu, mais enfin, on récupère assez rapidement les choses. Alors, il y a un autre moment délicat en dehors des repas gastronomiques, c'est l'activité physique. Parce que l'activité physique, quand vous faites de l'activité physique, du sport ou du travail physique, eh bien, ça diminue les besoins d'insuline de façon considérable. On peut diminuer des 3/4 les doses d'insuline, voire même avoir besoin d'arrêter la pompe. Donc ça, c'est le problème qu'il est très difficile de gérer, évidemment, avec des piqûres. Avec une pompe manipulée manuellement, il faut y penser tout le temps. Et c'est là que le pancréas artificiel aussi peut faire très bien, mais à une condition. De même qu'on annonçait les repas, là, il faut quand même dire au système, attends, je vais faire de l'activité physique, donc il faut que tu en tiennes compte et que tu coupes un petit peu la machine. Et puis, le système est aussi capable de dire, attends, là, tu ne m'as pas prévenu, mais là, tu es trop bas, il faut que tu te resucres, et si tu ne prends pas 10 grammes de glucides tout de suite, et ben, dans une demi-heure, tu vas au tapis. Donc ça, c'est aussi très utile. Donc vous voyez que ça fait partie des choses qui améliorent la vie des gens. Là, c'est pour vous montrer le résultat avec de l'activité physique. On va pas revenir là-dessus, c'est de la même façon. Quand on a fait de l'activité physique, eh bien, on a un moins bon résultat que quand on a un meilleur résultat avec un pancréas artificiel que quand on essaye de faire son calcul soi-même. Et la dernière chose, je vais peut-être finir là-dessus, c'est que c'est aussi utile pour les soignants, aussi pour le patient, de savoir qu'est-ce qu'il en est soi-même, qu'est-ce qu'il en est en réalité. Comment on peut avoir une vision sur les 24 heures, sur les jours d'avant. Et bien maintenant, on a des systèmes de visualisation, et je vous en montre un exemple ici. Vous avez sur une application ou sur votre ordinateur, vous pouvez regarder en permanence quel a été l'état de vos glycémies. La glycémie, c'est le petit trait vert que vous voyez au milieu et qui court. Au milieu, il y a une interruption de la perfusion, le patient a changé de pompe. Et chaque fois, il indique aussi son alimentation. Et donc, vous pouvez avoir une vue très précise de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé les jours ou les semaines d'avant, soit parce que vous êtes diabétique, ça permet d'améliorer votre système, soit parce que vous êtes le soignant et vous allez pouvoir mieux conseiller votre patient pour cela. Voilà, je vais m'arrêter là en laissant la conclusion à ce jeune homme dont je soigne un certain nombre comme cela, qui est très content de son pancréas artificiel. Sa mère aussi, parce qu'il n'a plus besoin de se lever la nuit pour voir comment ça se passe. Merci bien, docteur Charpentier. Quelle avancée, en effet, et belle démonstration. Alors, il y a une question des internautes qui est arrivée. Je m'en doutais qu'elle allait très vite arriver. Quelle est la démarche à suivre pour bénéficier d'un pancréas artificiel ? Alors, la France est assez en avance pour ça, puisque les tutelles, le ministère a d'emblée très, très rapidement pris les choses en main et a dit « je paye ». Alors, pas pour tout le monde pour l'instant, mais je paye pour les patients qui ont un diabète de type 1, qui ont une pompe depuis plus de 6 mois et qui ont un mauvais résultat, qui s'exprime avec une hémoglobine glycosylée au-dessus de 8%, bref, un diabète qui est clairement pas bien équilibré. Pour cela, eh bien, je prends en charge tous les frais. Donc, c'est une belle avancée. Les autres devraient un peu attendre, mais je pense qu'ils n'attendront pas longtemps parce que les résultats sont tellement formidables que je pense que très vite, tout le monde aura, tous ceux qui veulent, aura un pancréas artificiel une fois. Et c'est bien normal qu'on aura fait la preuve définitive de concept que non seulement dans les études, mais dans la vie de tous les jours, les résultats sont excellents, comme j'ai pu vous le montrer. Et à ce moment-là, je suis tout à fait certain que l'État jugera qu'il est à la fois beaucoup plus confortable pour les patients, mais beaucoup plus sûr et beaucoup plus économique d'avoir des gens qui ne font pas de coma hypo, qui ne font pas de complications, qui, in fine, coûteront bien moins cher à la sécurité sociale. C'est sûr, et vivront heureux. Les coûts indirects. En plus. La question... Et voteront bien.
Une question proche, il n'y a pas de limite. Un enfant pourrait en bénéficier. Ah ben, bien entendu, il y a des études chez les enfants et bien entendu, ils sont avec des collègues de Necker, on a fait plusieurs études et évidemment, c'est ça qu'il faut. Une question, bon, la réponse coule un peu de source, mais c'est vrai que maintenant, on aime bien avoir l'avis du patient. Hein. Grâce au pancréas artificiel, avons-nous la même qualité de vie qu'une personne non diabétique? Alors, c'est tout à fait l'objet principal, le succès. Il y a beaucoup d'études qui ont montré plus ou moins des améliorations de la glycémie et des hypoglycémies, mais toutes ont montré une amélioration considérable de la qualité de vie. Alors, est-ce que ça fait aussi bien qu'à la qualité de vie de sujets non diabétiques? Ben voilà un beau sujet d'étude que vous me proposez. Je vais peut-être étudier ça et je vous répondrai l'année prochaine. On remerciera l'internaute. Lisa, d'autres questions Oui, tout à fait. Oui, j'ai merci. une question de François. Est-ce que le pancréas artificiel DBLG1 fonctionne aussi dans le cadre d'une activité sportive intense, comme le marathon ou autre? Oui, bien sûr, mais ça demande... Alors, le marathon, donc c'est des grands sportifs, ça, c'est des adaptations personnalisées qu'il faut faire. Et la personne sportive intense et son diabétologue adapte, j'ai envie de dire, à la mano en fonction des besoins. Il est clair que pendant un marathon, les débits vont être extrêmement faibles, voire à la pompe à l'arrêt, on peut le dire, puisque vous prenez cet exemple. Mais il faudra la redémarrer au bon moment, etc. Donc oui, tous les sports, toute activité peut être bénéficier d'un pancréas artificiel, mais là, il y a un réglage, comment dire, personnalisé et fin à faire. D'accord. Une autre question, Lisa? Oui, tout à fait. J'ai une question d'Arthur. Peut-on faire une transplantation de pancréas? Si oui, quels sont les avantages et inconvénients par rapport au pancréas artificiel? Alors, il y a souvent une confusion. Le pancréas artificiel n'est pas du tout une greffe, hein. On n'opère pas, c'est deux objets qu'on met sur la peau avec une intelligence au milieu dans un boîtier. Donc, il n'y a aucun geste chirurgical, hein. Alors, François Patou, qui est à côté, répondra sur la greffe. Après, mais oui, en effet. pour ce qui est un pancréas artificiel, c'est pas un organe qu'on implante. Alors finalement, la transition est toute faite pour notre troisième orateur, le professeur François Patou, qui va justement parler des nouvelles biothérapies et notamment de l'autre révolution, enfin je le pense, c'est la greffe des îlots d'Enguerrand. Merci François. Très bien, merci à vous de votre invitation. Et puis le sujet a été parfaitement introduit par mes deux prédécesseurs. Vous avez juste ici quelques illustrations. Donc ici, c'est ce fameux îlot, donc, qui a été très agrandi, bien sûr, puisque chacun d'entre eux ne mesure que quelques dixièmes de millimètre. Donc cet îlot de Langerhans, qui est ici en rouge, au milieu du pancréas, qui est ici en bleu, et qui sécrète cette fameuse insuline. Alors la seule chose, c'est que la nature fait bien les choses et que ce capteur et que cette sécrétion sont parfaitement régulés, minute après minute, par l'ensemble des îlots d'un pancréas d'une personne qui n'est pas diabétique. Donc, comme on l'a dit, en cas de diabète de type 1, ces îlots sont malheureusement détruits assez brutalement, en quelques semaines, ce qui fait qu'un jeune patient peut se retrouver, alors qu'il était en parfaite santé, brutalement en situation extrêmement précaire, s'il n'avait pas l'insuline. Cette photo, juste à 100 ans d'écart, vous montre les progrès considérables qui ont été réalisés. À gauche, Lily Girl, c'est une des premières patientes dont la vie a été sauvée il y a 100 ans, après la découverte de l'insuline. Au prix d'injection, à l'époque, c'était des seringues, c'était des choses bien plus compliquées qu'aujourd'hui, mais ça sauvait la vie. Et puis, 100 ans, j'allais dire suffit, mais c'est quand même 100 ans qui ont été nécessaires pour améliorer à la fois la délivrance, donc la seringue, la qualité de l'insuline, mais aussi la détection de la glycémie. Donc, on a parlé des piqûres que les patients se faisaient très régulièrement pour mesurer la glycémie eux-mêmes et adapter leur dose. Et puis, plus récemment, la fermeture de la boucle avec cette pompe à insuline corrélée, on l'a vu, avec la délivrance de l'insuline en temps quasiment réel. Alors pourquoi est-ce qu'on va greffer des îlots finalement, puisque ça marche bien, le pancréas artificiel? Eh bien parce qu'un certain nombre de patients, heureusement peu nombreux, avec le temps, vont connaître des difficultés. D'abord, certains vont être un peu submergés ou dépassés par cette technologie qui reste relativement complexe et qui demande quand même aux patients une certaine implication. Mais même ceux qui font le mieux peuvent parfois, avec le temps qui passe, se voir dépasser et voir leur équilibre glycémique à nouveau précaire, notamment parce qu'ils vont commencer à ne plus ressentir les hypoglycémies, ce qui les met en danger, parce que l'hypoglycémie peut être dramatique, car c'est le cerveau qui se nourrit de glucose et qui, le premier, va être la victime d'une hypoglycémie. On a parlé de perte de connaissance ou d'autres complications parfois dramatiques. Donc une personne qui vient nous voir pour une greffe d'îlot,
C'est quelqu'un comme cette patiente que vous avez sur cette photo, qui a gentiment accepté avec son époux de figurer pour vous expliquer sa vie. Sa vie, c'est que depuis qu'elle a 9 ans, elle est diabétique. Elle a connu tous les progrès de la délivrance de l'insuline, y compris la pompe à insuline. Mais reste des problèmes. Alors, il y a deux questions, vous voyez, sur cette diapositive. Il y a d'une part, pour le patient diabétique, et c'est la patiente qui dit ça, c'est plus d'insuline. Alors, moins d'insuline, ce serait déjà formidable. Mais pour un patient diabétique qui, depuis l'âge de 9 ans, se bat avec cette maladie, plus d'insuline, même pour un temps qui n'est pas indéfini, c'est quelque chose qui est très important. On parle bien sûr ici de psychologie, on parle de choses qui ne sont pas forcément faciles à quantifier, mais comme on parle de plus en plus des objectifs des patients, c'est un objectif très important, d'être débarrassé, d'être à nouveau, comme la nature nous a fait, c'est-à-dire autonome en termes de nutrition, d'activité physique et donc de sécrétion d'insuline. Mais plus pragmatiquement, comme la maman de ce petit garçon tout à l'heure, le mari, lui, ce qu'il voit, c'est plus d'hypoglycémie. Parce que l'insuline sauve la vie de sa femme tous les jours, donc ça c'est parfait, ça lui suffit, sauf que les hypoglycémies, c'est quand même une épée de Damoclès terrible pour les patients, et avec le temps, ça peut devenir vraiment problématique, et lui, comme la maman tout à l'heure, passe ses nuits à mettre le bras sur l'épaule de son épouse, vérifier qu'elle n'est pas un petit peu en âge, parce que la transpiration est un des premiers symptômes qui évoquent l'arrivée d'une hypoglycémie, et ça rythme sa vie depuis plusieurs décennies, puisqu'il l'a épousée depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà, donc ça, c'est typiquement le type de patients qui ne sont pas très nombreux, mais qui ont souvent 30, 40, 50 ans, et qui sont submergés par leur maladie, malgré tous les efforts qu'ils ont pu déployer, et cherchent une autre solution. Et donc la greffe des îlots, finalement, c'est, j'allais dire, assez simple. Une fonction biologique manque, on a l'habitude maintenant des greffes de reins, des greffes de foie, des greffes de cœur. Donc une fonction est déficiente, la greffe permet, grâce à la générosité des donneurs d'organes, c'est important de le rappeler, la greffe, ça commence par le don d'organes, la générosité de notre système fait qu'on peut prendre et prélever l'organe normal d'une personne qui est récemment décédée et qui en a accepté le principe de son vivant pour proposer une greffe chez un patient chez lequel on va restaurer une fonction, j'allais dire, normale. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'il ne s'agit pas d'un organe, mais de petits îlots. Je rappelle que chacun d'entre eux ne font que quelques dixièmes de millimètre. Tous ensemble, ils ne mesurent que le volume qui tiendra dans un dé à coudre, c'est-à-dire quelques millilitres. C'est incroyable de penser que nous ne sommes pas diabétiques seulement grâce à la fonction de quelques centaines de milliers d'îlots, une demi-phalange de doigt. C'est vraiment une toute petite partie de notre corps qui assure cette fonction vitale. Donc là, c'est juste la façon dont on peut préparer ces îlots. Donc il s'agit d'une technologie assez aboutie qui nécessite le travail au laboratoire d'une équipe entière. Donc seulement quelques équipes sont aujourd'hui en mesure de le faire dans le monde, plusieurs en France. Et donc voilà, c'est typiquement en bas à droite les îlots que vous avez figurés. Donc cette solution, cette préparation d'îlots. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, donc je pense qu'ici, si on appuie, oui, ça va. Non, alors c'est dommage parce que si vous faisiez quelque chose, on pourrait peut-être voir les îlots avancer, mais peu importe, vous allez les voir, imaginez-les bouger. Voilà une perfusion qui permet de regreffer ces petits îlots, qui, je le rappelle, ne représentent que quelques millilitres de tissu, au cours d'une simple perfusion dans la veine du foie, puisque c'est dans le foie que nous allons les implanter, parce que c'est là qu'ils s'y trouvent le mieux, bien oxygénés. C'était, disons, un petit nid douillet pour les îlots qu'on vient de greffer, où ils se trouvent à la fois bien vascularisés, bien oxygéné. Et cette photo en bas à droite vous montre chez une patiente qui a été réopérée plusieurs années après, alors qu'elle était insulino-indépendante, d'une opération de la vésicule, au cours de laquelle elle avait accepté que nous prenions un petit prélèvement de foie pour demander à nos collègues histologistes de regarder si les îlots s'y figuraient bien. Et vous voyez ici cette petite boule, cette petite masse bleu foncé au milieu de la diapositive. Mais c'est un îlot qui n'a rien à faire dans le foie, mais qui, chez cette patiente, s'est installé et fonctionne parfaitement dans le foie. Je rappelle que nos collègues qui injectent de l'insuline, injectent l'insuline une fois à gauche, une fois à droite, une fois en haut, une fois en bas. Finalement, l'insuline, elle est injectée partout où elle peut atteindre la circulation sanguine. Donc les cellules, elles doivent juste mesurer la glycémie dans le sang qui les irrigue et puis sécréter l'insuline en regard. La seule différence, c'est comme c'est la nature qui l'a fait et que ces centaines de milliers d'îlots, un peu comme un orchestre philharmonique, un violon tout seul, c'est parfois un peu disgracieux, ou excusez-moi pour les violonistes, mais c'est vrai qu'un orchestre philharmonique qui joue quelques dizaines de violons ensemble
est tout à fait harmonieux et permet, en lissant les petites aspérités, de donner une musique totalement parfaite à tout moment de la journée. Ça veut dire que chaque minute, l'insulino-sécrétion est adaptée. Donc voilà ici typiquement ce genre de courbe. Donc vous êtes maintenant familier avec ces enregistrements où on a avant le traitement innovant des patients qui sont en grand déséquilibre glycémique, c'est 3 jours de suite, avec des zones hautes, des zones basses, une très grande amélioration grâce à ces systèmes de pancréas artificiel, a fortiori s'ils sont couplés à l'intelligence artificielle pour être régulés en temps réel. Mais c'est difficile de faire aussi bien que la nature, parce que si vous n'êtes pas diabétique, votre glycémie ne s'élèvera qu'à peine, de façon imperceptible après un repas normal. Bien sûr, si on absorbait une grande quantité de coca, la glycémie s'élèverait, mais très peu de temps. Un repas classique, la glycémie est quasiment imperturbable, tellement le système est robuste et bien fichu. Voilà typiquement ce genre de courbe qu'on peut obtenir chez des patients qui, à part la greffe, à part le traitement anti-rejet, et ce n'est pas négligeable, finalement, entre guillemets, parce qu'ils le sont toujours, ils ne sont plus diabétiques qu'au prix de la greffe, mais n'ont plus l'air diabétique parce que leur glycémie est superposable à celle des patients qui ne sont pas diabétiques. Donc, un peu comme tout à l'heure, la France généreuse est vraiment au front de l'innovation en diabétologie et a choisi, au vu des résultats obtenus en France par plusieurs équipes, mais aussi dans le monde, a finalement décidé, l'HAS ayant validé le bénéfice de cette technologie, de la proposer pour le soin de routine. Alors de routine, une population très particulière, des patients atteints des formes les plus sévères du diabète. On parle probablement de quelques centaines au maximum chaque année. Par ailleurs, le don d'organes étant le facteur limitant pour l'instant, même si on pourra en reparler, les cellules souches, les cellules fabriquées au laboratoire pourraient s'y substituer. Donc l'assurance maladie a fait de cette technique une greffe aujourd'hui courante en France. C'est la première greffe autorisée en France depuis la greffe du poumon. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle greffe autorisée. Et c'est aujourd'hui le cas. Donc à Lille, cette année, il y a déjà eu une vingtaine de greffes réalisées depuis le début de l'année dans le cadre des soins de routine. Donc voilà pour la greffe d'îlot. Merci beaucoup François Patou. Effectivement, le mot révolution, là, n'est pas abusif. Alors effectivement, les internautes ont vite réagi également avec une question. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Je ne sais pas. Est-ce que la greffe d'îlot est un traitement qui fonctionne à vie? Alors à vie, probablement pas, parce que comme les greffes de rein, on commence avec le résultat maximal et il ne peut que décroître avec le temps, les îlots ne repoussant pas. Malheureusement, ça n'est pas comme la queue des salamandres, ni même comme le foie des humains, qui lui peut se régénérer. Les îlots ne régénèrent jamais. Quelqu'un qui est diabétique de type 1 ne va jamais voir sa maladie spontanément régresser. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 10 ans de recul, 15 ans pour les premiers patients. Donc on sait que 10 ans après, que ce soit dans les études françaises ou quelques études étrangères aujourd'hui, 80% des patients ont un greffon fonctionnel, ce qui veut dire moins d'insuline, un équilibre glycémique bien meilleur, justifiant la poursuite de l'immunosuppression. Et en ce qui nous concerne, à Lille, 25% des patients, 10 ans après la greffe, sont toujours insulino-indépendants. Donc voilà pour la longévité. Mais bien sûr, avec le temps, eh bien, il est possible que les résultats décroissent progressivement. D'accord, le résultat est déjà très beau. Alors, une question difficile. Je suis diabétique de type 1 et cela m'handicape au quotidien. Que dois-je faire pour bénéficier d'une greffe d'îlot? Alors la première chose à faire, c'est de contacter ou de discuter avec son diabétologue. Les patients atteints de diabète de type 1 sont le plus souvent suivis par un diabétologue. Ce n'est pas comme le diabète de type 2 qui est plus couramment pris en charge par les médecins, par les soins premiers, par le médecin traitant. Donc un diabétologue qui sera certainement au courant des possibilités, va peut-être redécouvrir la question avec son patient et pourra l'adresser à un des quelques centres qui figurent sur cette diapositive qui offre cette thérapie aujourd'hui. Bien sûr, un long parcours attend ce patient parce qu'il va falloir vérifier auparavant que d'une part, il peut bénéficier, qu'il n'a pas de risque supplémentaire pour la greffe, qu'elle est nécessaire, que son équilibre est suffisamment altéré pour justifier une telle aventure qui, je le répète, s'accompagne de la nécessité d'un traitement anti-rejet. Alors, on a toujours un revers à la médaille. Tout à l'heure, c'était la technologie. Là, c'est le traitement anti-rejet. Parce que sans traitement anti-rejet, le patient diabétique va rejeter à 2 titres ses îlots. D'abord, ce ne sont pas les siens. Et ensuite, c'est une maladie auto-immune. Et son corps a l'habitude de rejeter les îlots. Donc, c'est quand même un long parcours. Mais au bout de 3 à 6 mois, généralement nécessaire pour aller au bout de cette aventure, on pourra lui confirmer la possibilité du traitement et son inscription sur la liste d'attente pour bénéficier de la greffe. Merci beaucoup. Je passe la parole en régie, Lisa, pour une ou plusieurs questions des internautes. Oui, tout à fait. Pour François, que pensez-vous des traitements médicamenteux comme le SGLT2 ?
Alors, ça sont les traitements plus récents. Donc, ce sont les inhibiteurs. C'est un mot un peu compliqué. Disons que c'est un transporteur du sucre qu'on trouve surtout dans le rein. Donc, c'est une nouvelle famille de médicaments qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans et qui s'est répandue très rapidement, finalement, d'abord aux États-Unis, puis ensuite, aujourd'hui, en France, prescrit par les diabétologues, mais aussi par les cardiologues aujourd'hui, parce que c'est une famille de médicaments qui est très favorable pour la prise en charge du diabète. Mais elle s'intéresse au diabète de type 2. Elle a pour objectif, pour être très simple, de favoriser l'élimination dans les urines du glucose. Et ce faisant, donne d'excellents résultats, non seulement sur l'équilibre glycémique, mais aussi sur la mortalité cardiovasculaire, ce qui est un peu nouveau, parmi les traitements du diabète. Donc c'est une nouvelle classe de médicaments pour le diabète de type 2 qui continuera de se développer dans les années à venir. Très bien, merci. Une autre question? Oui, tout à fait. J'ai une autre question. Est-ce que cette greffe d'îlot représente un espoir de guérison à terme pour toutes les personnes diabétiques de type 1? Et est-ce que les enfants peuvent en bénéficier? Alors, non, non et non. Non pour 3 raisons. Non, d'abord parce que ça ne peut pas être le traitement de tous les diabétiques, puisque nous sommes limités par les dons d'organes. Et donc, clairement, quelques centaines de greffes possibles chaque année dans un pays comme la France, ce qui correspond au nombre d'indications légitimes de patients suffisamment gravement atteints pour justifier l'immunosuppression. 2 types de patients en particulier, ceux qui sont diabétiques de type 1 depuis 20 ans, 30 ans et qui sont atteints d'hypoglycémie sévère, et une autre catégorie de patients qui sont les patients déjà greffés d'un rein à cause de la maladie diabétique. Puisqu'ils ont déjà le traitement immunosuppresseur, il est alors très logique et même préférable d'équilibrer leur glycémie avec une greffe associée. Et enfin, pour les enfants, la réponse doit rester non pour l'instant, car l'immunosuppression, pour le restant des jours, paraît une proposition démesurée. D'accord. Alors, on arrive à la fin de ce live, mais en régie, Lisa, il y a peut-être encore des questions, soit pour le professeur Patou, soit pour nos 2 autres experts. Tout à fait, peut-être pour le professeur Guillaume Charpentier. Pourquoi ne pas généraliser le capteur cutané, en particulier en EHPAD, pour éviter les doigts noirs? C'est une bonne suggestion. Je pense que ces systèmes vont s'étendre et se généraliser, complètement remplacer les piqûres au bout du doigt à terme. Donc la réponse est, je le souhaite. Il faut un petit peu de temps pour que les habitudes et que les payeurs l'acceptent aussi. Et je pense que les EHPAD auraient beaucoup à dire sur la prise en charge du diabète insulino-dépendant. Et je pense que dans ces endroits où il y a très peu d'infirmières et beaucoup de patients, les automates seraient les bienvenus. Une autre question ou pas? Peut-être pour le professeur François Patou. Étant diabétique de type 1, suis-je plus à risque de développer également un diabète de type 2? Alors non, parce que vous avez déjà fait la totalité du chemin. Il n'y a plus de cellules qui sécrètent l'insuline avec le diabète de type 1. Et donc, malheureusement, si je puis dire, il n'y a plus beaucoup de plus à atteindre. Donc la réponse est non. Le type 1 vous suffit. Très bien. Pour le professeur Charpentier, entre vos différentes solutions proposées, comme le Minimed, le DBLG1, le Tandem Control, etc., laquelle faudrait-il choisir? Je me garderai bien de répondre à cette question de façon abrupte, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'études comparatives. Il faut des études comparatives. Évidemment, chaque système dit qu'il est le meilleur. On peut juste dire que le système DBLG1 a un petit avantage sur les autres, c'est qu'il est auto-apprenant, c'est-à-dire qu'il est censé faire mieux avec le temps. Le système CAMAPS qui arrive a aussi le système d'auto-apprentissage. Mais pour l'instant, les résultats sont du même ordre de grandeur. On appelle le time in range, le temps dans la cible 70-180, tourne autour de 10% pour tout le monde, plus ou moins quelque chose. Et ça marche d'autant plus et d'autant mieux qu'on est plus mauvais au départ. Mais il n'y a pas d'études comparatives pour l'instant. Mais il faut les faire. Merci. Merci. Pour le professeur Jean-Michel Le Serre, qu'est-ce qui explique que la région des Hauts-de-France est la plus touchée par le diabète et pourquoi les chiffres du diabète sont en constante augmentation dans le monde? Essentiellement à cause du mode de vie, la sédentarité qui nous a atteints tous petit à petit, des facteurs alimentaires qui sont aussi assez préjudiciables dans notre région pour des raisons essentiellement socio-économiques. Voilà 2 éléments qui sont très importants. Et puis l'épidémie d'obésité, puisqu'on a dit que c'était quand même un très gros facteur. Quand on dit épidémie, c'est pas contagieux, mais ça augmente. Et le surpoids et l'obésité atteignent dans notre région 60% de la population. Donc c'est extrêmement important. Donc la prévention passe par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'amélioration du mode de vie et de l'alimentation. Et puis
la lutte contre la sédentarité et la promotion de l'activité physique. Deux choses qui sont complémentaires. Ne pas être sédentaire, c'est ne pas être assis. Là, je me lève parce que voilà, je devrais me lever parce que je suis assis depuis plus d'1 heure, donc pour ne pas être sédentaire. Et l'activité physique, eh bien, je vais ne pas prendre ma voiture, mais aller à pied. Donc voilà les éléments essentiels. Il y en a peut-être aussi d'autres, parce que dans l'épidémie d'obésité, il y a des facteurs qu'on ne comprend pas encore vraiment très bien et qui démarrent peut-être très tôt dans l'existence, qu'on appelle l'épigénétique, et qui expliquent peut-être que ça continue d'augmenter alors que les habitudes alimentaires, dans l'ensemble, s'améliorent, malgré les apparences. Donc voilà un petit peu l'essentiel des explications. J'ai une autre question de Laura, peut-être pour le professeur François Patou. Est-ce que le fait d'être malade coéliaque et diabétique de type 1 favorise les hypoglycémies? Alors, maladie cœliaque, donc c'est une maladie, elle aussi auto-immune, qui frappe l'intestin. Et donc, ce sont des patients qui doivent aussi faire particulièrement attention à leur alimentation pour ne pas avoir des troubles digestifs importants. Alors, c'est double peine. C'est des maladies qui sont plus fréquemment associées que ne le veut le hasard. L'auto-immunité, c'est un nuage de maladies qui, malheureusement, frappe parfois les mêmes personnes. On pourrait dire la même chose des maladies de la thyroïde, d'auto-immunité. Donc, clairement, eh bien, les difficultés d'alimentation peuvent s'ajouter aux difficultés déjà inhérentes à l'équilibre du diabète, qui est déjà difficile en situation normale. Donc, la réponse est oui, ça aggrave un peu. Les maladies sont liées et elle aggrave encore un petit peu la sévérité du diabète de type 1, cette maladie cœliaque. Merci. J'ai une autre question. Je pense que ça sera pour le docteur Jean-Michel Le Serre. Est-ce que le maître mot dans le cadre du diabète 1 et le diabète de type 2, c'est l'alimentation équilibrée et l'activité physique? Alors, dans le diabète de type 1, c'est l'insuline qui est le maître mot. Bien sûr, il faut quand même accompagner ça par une bonne alimentation, parce que l'alimentation a toujours des effets favorables sur la santé hors du diabète, la santé cardiovasculaire par exemple, et puis d'autres choses encore. Donc voilà, mais le traitement du diabète de type 1, c'est l'insuline. Par contre, dans le diabète de type 2, la nutrition était absolument essentielle, mais elle ne peut pas toujours tout faire, notamment quand la maladie est assez avancée, parce que passé un certain stade, eh bien, on a aussi une fatigue du pancréas qui s'installe, et finalement, à l'insulinorésistance s'associe une insulinodépendance. Et donc, la prévention, c'est agir le plus tôt possible par une bonne alimentation. Et là, on met beaucoup plus de chances de son côté. C'est vraiment un élément important pour le diabète de type 2, accompagné par les médicaments qui sont quand même maintenant, heureusement, tout à fait performants. Merci. Je pense que je vais faire le mot de la fin. Remercier les internautes pour leur participation. Grand merci aux intervenants. Je pense que le live a rempli ses objectifs. Merci pour la clarté de vos exposés. Merci aussi à la région des Hauts-de-France, qui est notre partenaire principal. Évidemment, je ne vais pas manquer de souligner l'importance de nos tutelles, n'est-ce pas? L'Université de Lille, la Faculté des sciences de la santé et du sport, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur. Bien sûr, les associations de patients, la Société francophone des diabétiques et la Société francophone du diabète. Et bien sûr, je précise que ce live est disponible bientôt en replay. Merci à vous.